Bonjour à tous, bonjour Gwenaëlle. Bonjour Valérie. Écoute, ravie de te retrouver pour encore un de tes enfants. Tu ne t'arrêtes plus. C'est ça. Donc voilà, le troisième est né. Donc vous voyez, j'ai des petites annotations de partout. Il est vraiment très 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 riche et très intéressant. C'est une petite pépite, hein, comme les deux premiers. Donc c'est pour ça que j'avais envie de refaire cette émission avec toi pour que tu puisses nous la présenter. Alors, tout d'abord, pourquoi un troisième? Pourquoi avoir choisi la perte de sens? Est-ce que c'est en lien avec les deux premiers qui étaient axés sur l'attachement? Est-ce que c'est en lien avec l'actualité? Explique-nous. Oui. Alors déjà, je me découvre quand même une sacrée passion pour l'écriture parce que je trouve que c'est un moyen de transmettre qui est quand même vraiment chouette parce qu'on peut transmettre de manière, tu vois, plus grande en termes de partage. Donc ça, j'adore. Et là, en fait, si je suis partie sur ce thème-là, effectivement, c'était beaucoup lié à l'actualité. Donc je l'ai écrit il y a à peu près un an, hein, début 2022. On était encore bien dans la crise, hein, qui est évidemment pas terminée, mais c'était vraiment encore très très fort début de l'année dernière. Crise pour tout le monde et crise aussi pour moi, puisque donc début 2022, en fait, ça fait quelques mois que je suis interdite d'exercer mon métier de psychologue à l'hôpital public. Ah, tu fais des essais, Valérie? Oui, et j'ai pas trouvé le bon bouton. Ouais. Bon, laisse-nous comme ça, c'est bien aussi. Ah, ça y est. C'est que moi. Ok. Bon, donc je disais, oui, début 2022, en fait, ça fait 4 mois exactement que je peux plus travailler à l'hôpital puisque j'ai refusé de me faire vacciner, donc je suis interdite d'exercer en raison des mesures gouvernementales. Et donc période quand même de grosse charge émotionnelle, de colère, mais aussi beaucoup de tristesse, culpabilité, enfin bref, plein de choses au niveau émotionnel qui me font me questionner sur le sens de mon travail, de ce que j'ai envie de donner au monde. Et puis aussi la vision de ce qu'on pouvait vivre, hein, nombreux, pas seulement mes collègues soignants suspendus, mais tous au moment de cette crise, qui m'a vraiment donné envie de creuser l'histoire du sens, de la perte de sens et de la quête de sens, à partir d'un point qui était plus précis encore au début, qui était le vide, le sentiment de vide. En fait, le tout début du bouquin, c'est ce dont me parlent mes patients souvent, c'est-à-dire je me sens vide, je me sens creux, j'ai l'impression que même parfois je suis pas dans mon corps, comme si j'étais pas incarnée, etc. Quelque chose qui est très, très courant en fait quand on accompagne des patients. Et moi, c'est un moment où je me sens aussi un peu comme ça. Tu vois, je me sens un peu dissociée, là, pas là, parfois beaucoup d'émotions, parfois beaucoup moins. Donc, j'ai envie de comprendre un peu mieux ce qui m'arrive à ce moment-là, de manière pas trop forte, mais quand même un peu. Et puis, ce que j'ai vécu beaucoup quand j'étais, pour le coup, plus jeune, mais c'était là, à l'époque, vachement plus fort. Et puis, mes patients. Donc, j'ai commencé par une série d'interviews, en fait, une vingtaine d'interviews avec des patients actuels et anciens, et puis quelques proches, où j'ai interrogé sur le sens. Sur le vide, pardon. Qu'est-ce que le vide pour vous? Quand est-ce que vous êtes déjà senti vide? Corporellement, c'était comment ou c'est comment? Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous voyez des origines, etc. Et surtout, comment vous arrivez à dépasser ça? Et en fait, du vide, je suis arrivée évidemment au sens, quoi, hein, à la perte de sens, sentiment que à quoi ça sert d'aller bosser, de s'occuper des enfants, etc. Du coup, la dépression, l'anxiété, etc. Est-ce que le vide, c'est forcément la dépression? Non, alors, ce que je me suis rendu compte, ce que j'avais pas complètement mesuré, c'est pour ça que c'était vraiment bien de faire ces interviews, c'est que le plus souvent, le vide, c'est plutôt le vide de la dépression, effectivement. C'est-à-dire vraiment de se sentir hors du monde. Parfois, on a l'impression même qu'on n'a plus de cerveau, qu'on n'arrive plus à penser, hein, qu'on est en pilotage automatique. Alors, on fait peut-être les tâches du quotidien, mais sans être là, hein, être là sans être là. État que moi, j'avais quand même pas mal connu. Et j'ai réalisé qu'il y a aussi un vide qui est lié à un trop-plein, mais trop-plein d'émotions. Et notamment les personnes qui ont un attachement anxieux majeur, leurs émotions, l'anxiété surtout, qu'à un moment, ça disjoncte en fait, dans une forme on va dire, de pétage de câble, hein, pour être imagé,
où le cerveau est tellement anxieux qu'à un moment, pouf, ça part dans une espèce de vide, qui est comme pour moi une fonction un peu de sécu, quoi, on arrête tout, et qui peut être aussi très effrayant. Donc le vide, pour moi, c'est pas que la dépression, c'est aussi l'anxiété plus. Alors, par rapport, je rebondis sur, tu dis, oui, on a le cerveau qui est au ralenti. À un moment donné, dans le livre, c'est page 18, tu parles d'idées raccourcies, de cerveau rétréci, de sensations. Je vais faire des allers-retours, hein, je ne suis pas chronologique. Hein. Et je me disais, comment on peut justement enclencher cette quête de sens quand on a le cerveau et les idées rétrécies? Ouais, bah oui, c'est une très bonne question. Bah, en fait, si le cerveau est rétréci, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on bug, donc on peut plus penser, c'est sûr que pour l'instant, on va pas pouvoir vraiment être, tu vois, dans une action qui serait, par exemple, de changer de boulot ou changer de lieu de vie ou faire des choses qui vont remettre du sens, hein, parce qu'on va en reparler après, mais la quête de sens, c'est pour moi beaucoup des actions. Mais si ton cerveau est rétréci, ralenti, c'est sûr que pour l'instant, tu n'étais pas en état d'agir. Donc avant ça, il y a une étape qui parfois peut être assez longue, hein, de régulation des émotions. Et c'est là où des outils comme l'EFT, hein, que tu connais très très bien, que tu utilises beaucoup et pour lequel aussi tu formes, sont hyper utiles. Parce qu'il va d'abord falloir en fait réintégrer notre cerveau pour qu'après on puisse agir. Mais sauf que réintégrer notre cerveau, ça veut dire qu'il faut soit calmer l'excès d'émotions, hein, quand les gens sont débordés par exemple d'anxiété, ou ça peut être de colère, hein, ou de tristesse, ou remettre de l'émotion quand il n'y en a plus. Hein. C'est-à-dire quand les gens sont à l'inverse, on dit dissociés par le bas, c'est-à-dire qu'ils ne sentent plus rien. Donc dans les deux cas, soit trop d'émotions, soit pas assez d'émotions, le cerveau n'est pas là. On bug en fait. Dans les deux cas, on bug et on n'est pas maître du coup d'agir et de changer des choses dans notre vie et donc de retrouver du sens. Donc la première chose à faire, et à nouveau parfois ça peut être long, eh bien, c'est de revenir dans ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance émotionnelle, où il y a suffisamment d'émotions, mais pas trop d'émotions. Hein. On parle de fenêtre, c'est une métaphore pour dire que dans cette zone-là, on arrive à peu près à réguler nos émotions, et du coup, on arrive à penser, à mentaliser. Et après, on pourra du coup, effectivement, faire des actions pour retrouver du sens. Alors, c'est important quand tu dis ça va prendre un peu de temps, parce qu'on est quand même dans une société où tout va vite et où cette idée de thérapie brève ressemble un petit peu au nirvana, où hop, ça y est, c'est thérapie brève, 2-3 séances, c'est fini, je suis guérie. Et ça, c'est ancré hein, dans certaines personnes, on le voit bien dans les prises de rendez-vous, quand la personne, la première chose qu'elle te demande, c'est il va falloir combien de séances? Et oui, ça c'est effectivement la dérive à nouveau de notre manière de vivre, hein, où c'est tout de suite, très vite, vite, docteur un cachet, vite, madame la thérapeute, la méthode magique. Et moi, je passe beaucoup de temps, hein, je suis sûre que toi c'est pareil, hein, à expliquer aux patients que si on a développé par exemple des crises d'angoisse ou des idées noires, il va falloir un peu de temps quand même pour aller dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire vers la santé mentale, vers le bien-être. Et que même s'il y a aujourd'hui quand même des techniques qui sont plus efficaces qu'avant, hein, le FT et d'autres choses, eh bien, tout ça n'est qu'un outil. Parce que le gros du travail, quand on vit une dépression ou de l'anxiété, c'est un moment d'arriver déjà à s'accorder du temps, à se poser. Rien que d'aller voir un thérapeute, c'est du temps, c'est de l'argent. Et puis à un moment, il va falloir quand même un petit peu comprendre d'où ça vient. Pas juste trouver le médoc ou l'outil magique qui fait que j'ai moins de crises d'angoisse. Parce que sinon, ça va revenir. Hein, si Oui, j'arrête l'outil, c'est plus, il faut peut-être plus le voir comme ce qui va nous permettre de faire le travail et de continuer à vivre pendant qu'on fait ce travail. De revenir dans la fameuse fenêtre, hein, c'est-à-dire si je suis tout le temps en mode hyper activé ou que je suis pas là parce que je suis trop dissociée, bon, on peut pas aller travailler par exemple les origines, parler un petit peu de sa vie d'avant, le passé, l'enfance, etc. On peut pas. Donc d'abord, on revient dans la fenêtre. Et après, on se met au travail. Donc, et puis, ces outils-là aussi, comme le MDR, le FT, sont aussi des super outils pour descendre quand même un peu plus rapidement que ce qu'on faisait quand on avait à l'époque la psychanalyse ou même les premières thérapies TCC. Donc, on a quand même vachement avancé. Mais c'est comme tout, hein, chaque pièce de monnaie a deux faces. Donc, il y a les côtés positifs de toutes ces thérapies brèves et puis il y a aussi les limites.
Et ça, le grand public, parfois, je suis d'accord avec toi, n'est pas toujours bien informé de ça. Bah, les limites, c'est que à un moment donné, c'est vendu comme un produit comme un autre, en fait. C'est comme le produit magique pour nettoyer ton four, quoi. C'est ça. Et Donc oui. voilà, et certaines personnes qui ont beaucoup de mal à faire le travail, ça peut sembler intéressant parce que rapide, mais finalement, finalement, ils finissent par être déçus parce que ça tient pas derrière. Et parfois, il faut quelque part qu'ils passent par là, et puis après, ils vont revenir quelques mois après en disant bon, vous aviez raison, Valérie. En fait, je crois que ce que j'ai à comprendre, c'est plus profond. Aidez-moi, quoi. Hein. Parfois, il faut aussi plusieurs étapes pour prendre soin de nous. Tout à fait. Et alors, les personnes, on a tous autour de nous des personnes qui semblent, je dis bien semblent, passer à travers les gouttes toute leur vie, puisqu'elles affichent un masque de tout va bien. Alors, tu contredis-moi si tu n'es pas d'accord avec moi, mais bon, c'est des personnes qui finalement ont trouvé un espèce d'équilibre dans leur déséquilibre et qui ont très peur d'y toucher. Est-ce que ça peut durer une vie, ça? Est-ce que ça peut vraiment durer une vie? Moi, j'aurais tendance à dire non. J'aurais tendance à avoir une vision de l'existence comme étant une aventure pour grandir, en fait, grandir en conscience. C'est-à-dire que je crois qu'on n'est pas là juste pour se reproduire, produire et regarder Netflix, quoi. Même si j'ai rien contre Netflix, mais dans l'idée d'avoir une vie, tu vois, matérialiste, comme le propose malheureusement notre société, où on est quelque part, on va bosser, on s'occupe de ses enfants, et puis on part en vacances, et puis on est trop content d'avoir 5 semaines, et puis c'est trop court, et bam, bam, bam. On n'est pas fait pour ça. On est beaucoup plus, en fait, que ce train-train, à nouveau très, très lié à notre paradigme culturel, matérialiste. Donc moi, je vois plutôt la vie comme étant faite pour nous amener à un moment ou un autre dans des épreuves qui peuvent être un licenciement, une rupture, un divorce, une maladie. La maladie, le corps en particulier, souvent fait ça. Un deuil ou autre épreuve. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de ce bouquin pour moi, c'était de pouvoir mettre du sens dans des moments où la personne ne voit pas le sens à ce qui se passe. Par exemple, pourquoi on m'a virée de ce boulot? Je ne comprends pas. Ou pourquoi elle m'a quittée? Ou pourquoi je tombe malade? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et le pourquoi, j'aime à dire, là, quand je parle de tout ça, c'est en 2 mots, c'est pas en un mot. C'est pas pourquoi je veux comprendre avec ma tête. Non, c'est le pourquoi en 2 mots, c'est dans quel objectif la vie me fait ça, entre guillemets. Parce que parfois, il y a des gens qui sont dans une position un peu de victime en disant on m'a viré, on m'a quitté, je suis tombée malade. Mais à un moment, si tout ça a une fonction derrière, laquelle est-ce? Et ça, évidemment, c'est pas quand tu es en plein dedans que tout de suite tu comprends. Souvent, il faut du temps, souvent, il faut être aidé. Et donc, pour revenir à ta question, oui, je pense qu'il y a des gens qui peuvent, en apparence, traverser la vie entre les gouttes, mais il arrive quand même régulièrement, et souvent c'est dans les 40-50 ans, qu'on se prenne un peu un revers de la vie qui vient nous enseigner quelque chose. Et c'est typiquement ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Crise de la quarantaine, d'accord. Décompensation psychique? Oui, ça peut aussi, ouais. Maladie, je pense qu'on a beaucoup, ça tu le dis souvent toi, et dans vos émissions vous le dites souvent, c'est très important de rappeler que le corps ne ment jamais, et le corps nous envoie des épreuves pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai entendu une expression que je me suis appropriée il n'y a pas longtemps parce que je trouve qu'elle est vraiment... C'est le corps devient fou à la place de la tête. Ah, très joli, voilà. C'est ça. Je ne sais plus son nom, c'est une psychologue qui fait des interventions. Et j'ai trouvé vraiment que la métaphore, elle est parfaite, quoi. Oui, le corps qui devient fou à la place de la tête, c'est vraiment cette idée-là que, à un moment, quand par la tête, en fait, la personne n'avance pas, eh bien le corps, il dit écoute, ma cocotte, mon coco, si tu comprends pas le message, eh bien moi je vais aller plus loin. On sait que en termes de sévérité des symptômes, entre guillemets, c'est plus embêtant en termes de souffrance et puis de gravité de la situation quand c'est le corps qui tombe malade que quand c'est la psyché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la psyché tombe malade? C'est par exemple les angoisses,
la dépression, des crises de colère, des choses comme ça. Où là, on est dans quelque chose qui est déjà problématique, mais le corps n'est pas encore atteint. Et quand ça en vient à des troubles intestinaux répétitifs, des maux de dos, des maux de tête, des problèmes qui parfois on arrive à m'empêcher de bosser, par exemple. Et puis alors après, tu as toutes les maladies plus graves de type cancer, maladie auto-immune, où là, en général, c'est un petit peu le bout du spectre, où le corps, il dit, maintenant, ma cocotte, vraiment, il va falloir que tu entendes le message. Et d'arriver à recadrer ça comme non pas une fatalité, un truc qui me tombe dessus, mais de le voir comme ok, la vie a quelque chose à me dire. Peut-être que là, il faut que je m'en occupe. Bah ça, c'est quand même déjà c'est courageux, mais c'est positif surtout. Est-ce qu'on peut être dans cette démarche sans la spiritualité? Alors la spiritualité est aidante à plein d'endroits, mais j'y reviendrai peut-être après. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, c'est sûr que quand ton corps il a décompensé au point de t'envoyer par exemple un cancer, ou une maladie grave, ou parfois il y a des diagnostics quand même qui sont engagés, tout ça, là ça rigole plus quoi. Ça va être très aidant effectivement de se rappeler qu'on n'est pas que matière, qu'on est, en tout cas c'est mes croyances, qu'on est aussi des êtres spirituels et que on peut aussi aller demander de l'aide déjà sur un plan plus subtil. Et à nouveau, de se relier à plus vaste, ça va être soutenant parce qu'on est dans ces moments-là moins seul, en fait. La spiritualité de tout temps, qui s'est manifestée avant tout par les religions jusqu'à récemment, mais aujourd'hui, il y a plein d'autres formes de spiritualité. Ça a soutenu les humains depuis la nuit des temps. On sait que dans les grottes préhistoriques, on a retrouvé des peintures rupestres. Donc, on sait que déjà, il y a très, très longtemps, il y avait comme une intuition qu'on était plus grand que la matière. Et qu'il y avait plus vaste. Une façon aussi d'accepter l'inacceptable par moment. Oui, bien sûr. Oui, c'était mettre du sens sur un environnement qui, à l'époque, était quand même évidemment hyper effrayant. On n'avait pas le confort d'aujourd'hui, donc il y avait un danger à chaque coin pas de rue, mais de grotte ou de steppe. Et évidemment, il fallait mettre un peu du symbolique là-dedans. Et à cette époque-là, c'est vraiment la religion qui donnait du sens sur tout ce qui n'avait pas de sens. Est-ce que tu penses que la désaffection pour la religion telle qu'on la connaissait contribue à cette perte de sens? C'est très clair, bien sûr. Et ça, beaucoup de penseurs le disent, parmi les philosophes, par exemple, expliquent que cette désertion en fait de la religion, des églises, ne serait pas un drame si on avait remplacé la religion par d'autres manières de se relier à plus grand et aussi de se relier entre nous, en fait. Parce que la grande fonction des messes le dimanche, c'était aussi d'être dans une communauté, de partager du soutien, de ne pas être seul, d'être dans l'être ensemble, en fait. Et aujourd'hui, alors surtout depuis 3 ans avec la crise, les confinements et tout le tralala, c'est encore pire, mais aussi bien sûr les effets écran, réseaux sociaux, etc. On s'est beaucoup, beaucoup éloignés. On a glissé dans une manière de vivre qui nous a terriblement éloignés les uns des autres. Ça crée aussi beaucoup de pathologies. Donc la spiritualité, elle est importante pour, selon moi en tout cas, pour vraiment sentir du soutien, on va dire, dans l'invisible, mais aussi dans le visible. C'est-à-dire que quand tu as des croyances, qu'elles soient par rapport à une religion, ou ça peut être le chamanisme, ou d'autres choses, eh bien, tu es aussi souvent en lien avec d'autres. C'est un peu de recréer des communautés, en fait. C'est ça, des communautés donc, qui se relient autour d'une pensée, d'une vision du monde. Alors, attention, il peut y avoir des dérives, les sectes existent, évidemment. Mais on a besoin de ça, en fait. Et la désertion des religions et des églises crée beaucoup effectivement de souffrance parce que beaucoup de personnes se retrouvent seules, alors seules dans leur vision du monde. En gros, j'ai juste bouffé par les vers de terre et là je suis très malade et puis tout ça n'a aucun sens et c'est quoi cette vie pourrie? Et puis aussi je suis seule parce qu'il y a plus grand monde physiquement autour de moi. Et tu parles de la perte des rites sociaux, de toutes ces choses-là dans ton livre. C'est vrai que ça contribue aussi à être complètement déconnecté des autres. Ne serait-ce que dans la mort. Avant, tu avais la veillée,
Enfin, il y avait vraiment tout un rituel autour de la mort qui a été complètement caché. On en est presque à ce que les jeunes, la mort, ils la voient qu'à la télé. Mmh. Et c'est hyper compliqué derrière de trouver du Mmh. sens et d'avancer derrière des épreuves comme ça. Bien sûr. Donc, les rites, voilà, les rites sociétaux, est-ce que du coup, dans les civilisations où ils ont encore beaucoup de rites, il y a moins de dépression, il y a moins de traversée du désert comme chez nous? Alors, les troubles psychiques touchent tous les endroits du monde et toutes les sociétés, hein. Par exemple, la schizophrénie, on sait que c'est 1 de la population partout, partout. Par contre, les troubles comme la dépression et l'anxiété sont plus, sévères et plus nombreux dans nos sociétés occidentales. Et alors, encore plus depuis 3 ans, en fait, les chiffres sont très clairs, hein. Les chiffres de santé publique, hein, qui sont accessibles sur internet, montrent que, en fait, jusqu'à 2020, le chiffre que moi j'ai toujours entendu et puis que j'avais revérifié, c'est une personne sur 5, un Français sur 5 qui va vivre au moins une fois dans sa vie un épisode dépressif ou un trouble anxieux majeur, quoi. 1 sur 5, c'est déjà beaucoup, hein. Oui. Et depuis 3 ans, hein, les chiffres santé publique 2020, 2021, 2022, bah, c'est simple, c'est le double. C'est 2 sur 5 depuis 3 ans et c'est tout âge confondu. Donc bien sûr que, dans notre manière de vivre là, avec nos petits murs de partout, enfermés dans tu vois, nos petits apparts, petites voitures, notre petit portable, etc. Et, avec en plus la peur ambiante de dingue, bah ça a majoré effectivement tous ces phénomènes-là. C'est quasiment la moitié quand même. Mais oui, c'est quasiment la énorme, moitié de la c'est population, énorme, quoi. c'est énorme. Et puis ceux qui ont été très touchés et qui le sont encore, hein, c'est les jeunes. Donc ça, c'est quand même drôlement problématique parce que notre avenir, c'est quand même les jeunes. Alors il y a beaucoup de pertes de sens chez les jeunes de 20 ans. Parce que c'est crise sur crise, quoi. Depuis qu'ils sont nés, ils entendent parler de la crise climatique, hein, qui est, pour le coup, moi, quand j'étais jeune, on ne parlait pas de climat, on parlait de la crise économique, par contre, beaucoup. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, c'est crise climatique, c'est crise économique. Là, c'est crise aussi vraiment de très près avec le Covid et tout le tralala. Donc, c'est difficile hein, de se dire que je vais, voilà, moi aussi... Enfin, que je vais arriver dans ce monde et faire quelque chose dans ce monde qui a l'air tellement fou, quoi. Il y a même des jeunes, moi j'entends certains jeunes qui commencent à dire non mais on va pas être parents nous, hein. On va pas mettre Oui. des petits individus, des petits humains, on va pas en rajouter, hein. Oui, il semble, j'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai lu qu'il y a une baisse de la natalité. Il y a des jeunes qui ne veulent plus avoir d'enfants. Et ça, c'est quand même un sacré signal d'alarme pour une société, hein. Bah, bien sûr, bien sûr. Donc on peut déplorer tout ça et on peut, comment? Se dire qu'avant c'était mieux, ce qui est pas vrai d'ailleurs, Oui, mais oui, on peut pas dans tous les aussi domaines, hein. ouais, c'est ça. On peut voir aussi les choses comme, de manière positive, c'est-à-dire que voir la crise aussi comme étant fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle a une fonction, elle a une utilité. Hein, de tout temps, la crise, quelle qu'elle soit, elle fait avancer l'homme. Si on prend la crise individuelle, par exemple la crise de la quarantaine, la crise de milieu de vie, elle sert souvent à sortir un peu parfois d'un côté un peu superficiel, boulot, métro, dodo, et puis de remettre un peu du sens, typiquement en changeant de boulot, hein, ce qui a été ton cas, ce qui a été mon cas. Hein, En de faire changeant de quelque chose. conjoint, en changeant de ville. Aussi. Voilà. Bon, c'était bon, voilà. Hein. Non, mais c'est vrai que Tu vois bien ce que je veux quand dire. elle arrive, cette crise, des fois, ça fait tout éclater quand même, hein. Parfois, c'est ça. Hein, et parfois, cette crise, effectivement, elle peut être bien chaotique. Mais à nouveau, plusieurs années après, bon, parfois, il faut un peu de temps vraiment, mais on peut se dire, OK, ça m'a apporté quoi, en fait, de partir en sucette quand j'ai eu 40 ans ou 50 ans? Eh bien, parfois, c'est des gros changements positifs. Donc ça, c'est la crise individuelle. Et puis, il y a la crise sociétale qu'on vit donc bien, bien là en ce moment avec multicrises. Et personnellement, moi, je me réjouis aussi à un endroit qu'on vive des choses aussi difficiles, hein, même si je vois beaucoup de gens qui sont très mal et il y en a qui restent sur le carreau, c'est sûr. Mais je vois aussi beaucoup de gens dans un phénomène qui s'accélère, qui viennent en thérapie, tu vois, qui s'intéressent au développement personnel, qui veulent changer de boulot. Hein. Ces jeunes, par exemple, qui sortent de grandes études et qui disent, on a vu hein, des discours dans les réseaux sociaux circuler qui étaient magnifiques, qui disent, nous, votre système, on n'en veut plus. Hein, moi, j'ai bac+5, mais je vais aller élever des chèvres en Corrèze parce que je ne veux pas contribuer à la destruction de la planète. Hein. Donc ça, par exemple,
c'est des grosses prises de conscience. Et, ou des choix aussi sur l'alimentation, la santé, l'éducation des enfants, etc. Et ça, avec ce qu'on a vécu, les extrêmes qu'on a vécu et qu'on vit encore, eh bien, ça accélère en fait un mouvement de retournement qu'on appelle en fait, parce que de toute manière, on va dans le mur. Donc, il va falloir qu'on bouge. Et c'est en ça que je trouve que cette dernière crise en date, elle est aussi bénéfique, parce qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Donc ça ne va pas se faire dans la dentelle. Alors, aucune révolution s'est faite dans la boîte, c'est sûr. Il y a des gens qui vont rester... Il y a des sacrifiés, entre guillemets, de la crise. Et oui, on mais veut c'est un jamais peu que comme ce dans soit... la nature. C'est un peu comme dans les animaux, où les plus faibles, à un moment donné, quand il y a des grandes migrations, et ben, les plus faibles, ils n'arrivent pas à suivre. Oui, alors c'est terrible de dire ça, parce qu'on n'a jamais envie que ça nous arrive à nous ou à nos proches. Mais si on prend un peu de recul, notamment c'est ce que font très bien les anthropologues, ou les historiens aussi, qui regardent de manière beaucoup plus méta l'histoire de l'humanité, pour mettre du sens, justement, parce que quand on est le nez dedans, par exemple, moi, quand j'ai perdu mon boulot, quand même, j'adorais ce travail, c'était hors de question pour moi à l'époque d'arrêter, mais sauf que pour moi, c'était plus important de soigner ma santé que de continuer à bosser, mais n'empêche que c'était dur, donc j'avais le nez dedans et la perte de sens. Maintenant, tu vois, 1 an et demi après, je me rends compte que finalement, l'hôpital, j'adorais, mais que c'était aussi épuisant à plein d'endroits. J'y ai fait 10 ans, ce qui est déjà pas mal. Et puis, j'ai récupéré du temps pour me former à d'autres choses. J'ai plus de temps pour écrire des livres. Pour écrire des bouquins, pour être avec mes gamins, pour prendre plus soin aussi de moi, de mon corps, de mon couple, etc. Tu vois ? Mais évidemment, je ne t'aurais jamais parlé comme ça il y a 1 an. Donc, c'est ça aussi, la temporalité, qui est importante aussi à rappeler, quoi. Donc finalement, quand on est dans la tempête, c'est d'être suffisamment accompagné pour pouvoir traverser, pour à terme arriver à trouver du sens. Oui. Mais est-ce qu'on est obligé de passer par des ouragans pour finalement changer les choses? Est-ce que la nature humaine est ainsi faite? Il y a petits et grands ouragans, on peut dire. Tu vois ? On n'est pas non plus, encore heureux, obligés pour avancer de vivre tous des drames. Il y a des histoires de vie qui sont des drames terribles, même des successions de drames. Et il y a aussi des histoires de vie qui sont quand même plus tranquilles, où il y aura quand même, je pense, inévitablement une crise à un moment ou à un autre, mais tu vois, plus modérée, moins longtemps, où la personne, elle peut vite, quelque part, récupérer, en faire quelque chose. C'est d'ailleurs la grande différence entre les attachements sécures et insécures. Quand j'enseigne sur l'attachement, je dis toujours que c'est pas parce que vous avez un attachement sécure que vous n'aurez jamais, par exemple, une dépression ou un épisode anxieux. Mais par contre, quand on a un attachement sécure, c'est-à-dire quand on a eu la chance d'avoir un environnement plutôt sécurisant et d'avoir grandi plutôt dans la confiance, en nous, en l'autre, dans le monde, eh bien, quand on va vivre quelque chose de difficile, que ce soit individuellement ou collectivement, eh bien, on va déjà se rendre compte qu'on va pas bien, demander de l'aide, recevoir de l'aide, faire des changements, etc. Donc, on va dire que les crises, quand l'attachement est plus sécure, va durer moins longtemps, sera moins nocive, aussi moins de conséquences, et on va en sortir plus vite. Mais il y en aura, selon moi, quand même, puisque on va pas grandir non plus au niveau vraiment de la conscience, on peut même dire de l'âme, sans avoir vécu à un moment ou à un autre des adversités. Tu parles c'est le dernier chapitre, l'épreuve existentielle pour retrouver du sens et les épreuves qu'on doit traverser, en fait. Oui. L'épreuve existentielle, c'est ce dont je parle, à nouveau, c'est la fonction des crises dans la vie. Et par exemple, on va tous vivre inévitablement des moments où on va perdre quelqu'un. On va perdre ses parents à un moment, forcément. Mais parfois, on peut perdre des gens qui n'étaient pas destinés à partir si vite. Ça peut être des amis, des gens qu'on connaissait, mais même si on ne les connaissait pas tant, ça nous touche. En tout cas, ça nous questionne sur notre nature mortelle, tout simplement. Après, il y a des immenses drames que sont perdre un enfant, évidemment. Donc, on va être touché par la mort. On va être touché par la maladie aussi. Le corps va aussi vieillir. Moi, je vois bien, j'ai 46 ans, donc je suis encore en pleine jeunesse. Mais non, mais je vois bien sérieusement que j'ai plus la force et la vitalité. La force et la vitalité que j'avais à 20 ans. Donc, tu vois, je vois bien que, par exemple, si je me couche tard ou des choses comme ça, je récupère plus comme avant. Je commence à sentir, en fait, que
que mon corps, il est ce qu'il est et que ça va pas aller vers le mieux. Donc ça, c'est aussi à nouveau des claques Alors, ceci dit, existentielles. j'ai vu passer ce matin un monsieur de 94 ans qui fait toujours de la course à pied. Ouais. Et sa maxime, c'est courir ne fait pas vieillir, mais arrêter de courir fait vieillir, quoi. Ouais. Bah oui, rester Dans dans le mouvement. l'action. Ouais, dans le mouvement, d'une manière ou d'une autre, en fait. Donc par rapport à l'épreuve existentielle, pour moi, c'est être confronté et on va l'être inévitablement à, notre mortalité, notre corps qui peut tomber malade, les événements qui vont arriver autour de moi, hein, que ça soit ma petite famille, plus large ou la société. Donc la vie, elle va nous charger de ça et c'est ça les épreuves existentielles. La solitude aussi, hein. La solitude est une épreuve existentielle et on va vivre des moments, même si on peut être très entouré, ces instants, hein, parfois ça peut être court, mais où on se sent seul. On a l'impression qu'en fait, on n'est pas compris. Parce que ça fait partie aussi de la nature humaine, hein. Il y a beaucoup de philosophes qui disent ça, que au fond, est-ce qu'on n'est pas toujours seul ? Oui, quelque part, oui, hein. On est en même temps toujours relié aux autres, hein, selon moi, sur un plan aussi plus vaste, plus énergétique. Mais on est quand même seul pour mener cette grande traversée qui s'appelle l'existence, hein. C'est pour ça qu'on doit prendre soin de nous, faire de nous son meilleur ami, quelque part. Mais il y a des moments où la solitude, elle peut être très dure, alors qu'on est Mais entouré. est-ce qu'elle peut être initiatique aussi? Aussi, d'ailleurs, dans des sociétés qu'on dit primaires, alors qu'en fait c'est l'inverse, hein, c'est nous qui sommes primaires, Oui, mais bon, hein, dans des sociétés donc complètement, oui. voilà, on va dire traditionnelles, qui ont pas perdu le contact avec le sol, hein, comme nous avec la terre. Eh bien, il y a des rituels, des moments de passage. Typiquement, c'est l'adolescence, ça peut être aussi à d'autres moments, où on va permettre à ces personnes, hein, donc typiquement jeunes hommes, jeunes femmes, de vivre l'épreuve initiatique, d'être seul. On appelle ça les quêtes de vision, par exemple en chamanisme, qu'on peut faire, nous, dans nos sociétés aussi. Mais là-bas, ça fait partie des passages importants pour déjà quitter le monde de l'enfance, hein, et passer sur un autre monde, mais aussi, je crois, sur un plan plus profond, d'aller trouver les ressources intérieures, hein, si tu es plusieurs jours seul dans la forêt avec les animaux, tout ce monde qui est dangereux à certains endroits et que tu peux compter que sur toi, tu touches aussi ça et tu touches aussi ta force. Est-ce que Et ça ça, peut on pas être... a Ouais. tellement perdu ça. Ça risque d'être un peu traumatisant, non? C'est-à-dire, pour nous, par exemple, Non, mais si tu lâches ton jeune dans la forêt tout seul avec un opinel et un bout de ficelle et débrouille-toi, est-ce qu'on risque bah, pas, plutôt que de l'initier, de le traumatiser? mais il faut que ça soit fait, tu vois, dans un cadre qui soit fait pour ça. Moi, par exemple, mon ado, mon aîné, enfin j'ai 2 ados qui ont 16 et 14, et mon aîné, il a fait une quête de vision, une mini quête de vision quand il avait 14 ans, et c'est ça, il y a 2 ans. Mais c'était dans le cadre d'un camp, un stage d'une Voilà. semaine où on était, je sais pas, peut-être on était 70 au total, donc une dizaine de familles. Et toute la semaine, en fait, on préparait ce rite qui était un rite de passage de l'adolescence, pour passer de l'adolescence à l'âge adulte. Et ça a consisté donc à passer 24 heures dans la forêt, seul, mais pas à 50 Oui. bornes, hein, ils Non, étaient mais pas très voilà, loin. justement, Et c'est pour que les gens préparer, s'en rendent compte. voilà, et préparer, c'était, en fait, c'était formidable. Mon gamin, il a adoré faire ça, il est revenu, il était fier, il avait grandi, il avait pris, tu vois, en 24 heures déjà vachement de force, parce qu'il avait affronté, en plus, il y avait eu un orage pas possible cette nuit-là, comme par hasard, et il l'avait fait seul. C'est un peu comme quand il faut aller tuer le lion, quoi, hein. Oui, quelque part, ouais. Et aujourd'hui, on a encore le bac, hein, le bac qui est quand même pas rien. On parle beaucoup du bac quand les épreuves du bac arrivent, et quelque part, c'est un rite initiatique dans notre société, ce baccalauréat. Sauf qu'il a plus la valeur qu'il avait avant, parce que fut un temps, quand tu avais un bac, c'était quand même un Oui. signe que tu passais un truc important, que quelque part, tu étais suffisamment équipé pour la suite, pour trouver du boulot. Aujourd'hui, on sait bien qu'avec un bac en poche, malheureusement, on va pas très loin. Donc déjà, ça, c'est un vrai fait de réalité. Et puis, il faut voir aussi comment maintenant on voit ça, quoi, hein, dans quelque chose qui est surtout dans l'exigence, la comparaison, à nouveau, un paradigme hyper matérialiste, hein, de réussite à tout prix, de gagner de l'argent derrière. Donc, ce qui est en fait quand même un rite important est aussi dévoyé, selon moi.
C'est dommage. C'est vrai que c'était, pendant très, très longtemps, c'était passe ton bac d'abord, quoi, hein. Mmh. Et oui, parce qu'il y avait l'idée aussi de, bah, tu passes dans le monde des adultes, quoi, hein, parce que c'est aussi 18 ans, donc c'est en termes de maturation, on sait que c'est un passage, hein, même si on n'est pas fini quand on a 18 ans, hein. Ah non, Mais quand même. c'est des bébés encore. Mais Oui, voilà, c'est pour ça que je voulais aborder ce côté-là, parce que les mamans qui nous écoutent, soyez pas inquiètes, il s'agit pas de prendre vos ados, de les mettre dans une non, forêt, de repartir, hein. non, c'est Pas ça, ça du surtout tout, pas. hein. Les Non, tout rites ça initiatiques, ça s'accompagne, hein. oui, oui, absolument, absolument. Mmh. Alors, par rapport, sur la fin de ton livre, tu parles des conduites à risque. Mmh mh. Par rapport à la quête de sens, je rebondis parce Mmh. que, bah, souvent les adolescents, ils sont aussi, dans des conduites à risque comme ça. Comment est-ce qu'on peut accompagner? Est-ce qu'on peut les prévenir? Ou est-ce que également ça fait partie de quelque chose d'initiatique qui vont les faire grandir? Ah, c'est une bonne question. Donc, les conduites à risque, hein, pour spécifier, hem, donc ça peut être autour de la conduite, donc alors c'est rarement déjà une l'auto, mais ça peut être, la mobilette, des engins, qui peuvent déjà, mettre à risque. Ça peut être aussi bien sûr les drogues, hein, le cannabis, notamment ou d'autres choses. C'est aussi, le phénomène des yamakasi, hein, ces gamins qui sautent de toit en toit. Bon, ça, c'est évidemment plus urbain, mais ça existe. Hem Et ça peut être aussi, bien sûr, les scarifications, hein, voire, jusqu'aux tentatives de suicide, hein, où là, on est quand même sur quelque chose de plus grave. Mais en gros, c'est mettre sa vie en danger. À une époque, hein, de la vie où le cerveau est encore bien immature, parce qu'il est mature vers à peu près 25 ans, le cerveau. Donc en fait, jusqu'à cette époque, cet âge-là, 25 ans, il faut savoir que, on n'est pas encore pleinement équipé en termes de recul, de prise de conscience des risques, on a l'impulsion qui est encore forte, les émotions qui prennent le dessus et cetera. Donc les conduites à risque sont aussi naturelles, on va dire, par rapport à l'âge du cerveau, quoi. Et effectivement, pas pour tous les jeunes, mais parfois, se mettre dans des conduites comme ça à risque, hein, dites ordaliques, c'est aussi pour grandir, hein, pour se montrer qu'on a du courage, qu'on a du cran, qu'on peut y aller là où les autres ont peur, hein, et quelque part, une forme effectivement, d'initiation, quoi. À nouveau, si c'était, entre guillemets, plus encadré, accueilli, eh bien ça pourrait être, initiatique à des endroits. Hem, Sauf que, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interdits, hein, c'est toute la question, par exemple, de la dépénalisation du cannabis, entre autres. C'est qu'à force d'interdire ou même dans notre petite quête familiale de dire à son gamin: «Non, tu n'auras jamais de mobylette», par exemple, «Tu fumeras jamais, tu boiras jamais». On sait bien que plus tu interdis, plus tu as le risque que ça parte dans des proportions pires, hein. C'est tout le problème Mmh. qu'on a eu avec la prohibition de l'alcool aux États-Unis, au siècle dernier. Donc, à nouveau, le problème de tout ça, c'est pas tant qu'un ado, il ait besoin de se montrer qu'il a du courage, c'est comment nous, les adultes, on accueille ça. Et nous, les adultes, j'inclus nous, les parents, hein. Moi, je vois mon grand, là, dont je reparle du coup, il commence à avoir des velléités comme ça, un peu de grandir, de s'autonomiser. Par exemple, était collé pour un truc, il y a pas de bus scolaire, il dit: «C'est pas grave, j'y vais en stop, hein, en gros, j'ai pas peur». Bon, pour moi, Eh surtout que le ben, lycée, la il est maman, elle super fait comme loin. ça. Voilà, donc moi, je commence à être confrontée à ça de manière très proche Mmh. puisque c'est mon gamin et de me dire comment d'un côté, ben, je l'encadre quand même pour qu'il se mette pas en risque, c'est quand même mon boulot de mère et en même temps, bah, il a 16 ans là, il faut aussi que je le lâche, quoi. Et ça, dans une société où on est un peu sur le no risque, hein, où il faut tout contrôler, contrôler la maladie, contrôler la mort, hein, tout doit être safe. Enfin, c'est juste, complètement schizophrénique de penser ça, c'est impossible. La mort et la maladie font partie de la vie. Donc Mmh. le risque, à partir du moment où tu as un gamin, bah, tu sais bien qu'il va pas rester, hein, dans ton ventre, physique ou symbolique, toute ta vie, qu'il va falloir à un moment le lâcher et le laisser grandir. Et ça, ah, c'est une sacrée épreuve aussi pour nous, mais ça fait partie du du package, quoi. Oui, bah, c'est initiatique aussi pour les parents, hein. Complètement. Mmh. Toi, on en a déjà parlé ensemble, hein, c'est pas simple, hein, de lâcher les Non. gamins, hein.
C'est pour ça aussi que c'est bien d'être 2 pour élever des enfants, hein, déjà, et puis 2, c'est parfois bien insuffisant, hein. On dit souvent qu'il faut une tribu pour élever un enfant, c'est vrai, hein, d'avoir, avant on avait aussi les grands-parents qui nous aidaient, donc maintenant c'est comment on reconstruit un peu, un village, quoi, pour nous aider à passer ça. Parce que c'est des passages, en fait. Et alors cette perte de sens, effectivement, on va la rencontrer avec des événements de la vie, à certains âges aussi, le milieu de vie. Les enfants aujourd'hui, les ados, à quel moment c'est entre guillemets, ça fait pas partie du parcours, d'évolution de la vie et auquel cas il faut s'inquiéter? Par rapport au passage à l'acte et tout ça, aux conduites à risque? Par rapport à cette traversée de perte de sens qui peut être donc de Mmh. la dépression, qui peut être, du questionnement, Ouais. à quel moment, le parent et l'entourage, peut juste avoir un regard bienveillant en disant: «Bon, au cas où, mais c'est normal ce qu'il traverse», ou alors: «Ouh là là, non, là, il y a vraiment un problème, il faut vite aller chez des professionnels». Mmh. Bon, il y a la question de la durée quand même. Enfin, je veux dire, un ado, il peut être pas bien, plusieurs mois, voire avoir 1 ou 2 années un peu difficiles ou bon, à la rigueur, je trouve pas ça trop, flippant en termes de temps. Mais moi, ce que j'aurais plutôt envie de dire, c'est, ce qui doit nous inquiéter, c'est quand on perd la communication avec notre gamin. Alors, communication, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'un ado, forcément, il parle moins avec vous, hein, c'est Mmh. juste normal, hein, Voilà, vous inquiétez pas. c'est normal. Son premier cercle, c'est plus papa, maman, c'est les copains et c'est tout à fait, adapté, normal et c'est ce qu'on veut pour lui. Donc à un moment, il parle moins, c'est normal. Mais il y a parler moins et ne plus parler du tout. Bon, moi, ça fait un bout de temps que j'ai plus vu d'ados, mais parce que j'ai après vu que des adultes, mais ce que je disais beaucoup aux parents, c'est que vraiment quand l'ado ne dit plus rien depuis des semaines, des mois, que quand on l'interroge, il y a plus rien qui vient, qu'il a, comme un visage figé tout le temps, qu'on ne sait plus ce qu'il fait, on ne sait plus ce qu'il voit, ce qu'il ressent évidemment. Là, on va s'inquiéter en fait. Mais le gamin qui de temps en temps arrive quand même, à, grâce à vos questionnements ou de manière spontanée à dire, «J'en ai marre du lycée, les profs ils sont tous cons, de toute manière moi je veux passer mon bac et puis me barrer» ou enfin des choses normales quoi pour un ado. Bon là, mais qu'il arrive à vous le dire, hein, et puis que peut-être il va verser de larmes parce qu'en fait des larmes parce qu'il en peut plus, par exemple de pas avoir de petite copine alors que tout le monde en a ou des choses comme ça. Ah! Et bien là, dites-vous en tant que parent, moi c'est ce que je disais aux parents, que, bah oui, votre gamin, il passe une phase difficile, hein, ça s'appelle l'adolescence et c'est pas simple. Mais en même temps, il vous parle, hein, il est là avec vous, il sait que vous êtes là. C'est là où aussi il faut rappeler aussi aux parents que être parent, bah, c'est quand même jusque, à peu près, bah, autour de 18-20 ans, on va dire, hein. Après on continue, mais c'est différent, où on doit quand même un minimum être présent physiquement. Les ados, ils ont pas besoin qu'on soit à côté d'eux tout le temps, d'ailleurs, on va surtout éviter ça, D'ailleurs, hein, ils y de tiennent les pas coller beaucoup. et c'est ça. Mais c'est quand même vachement rassurant pour un gamin de savoir que, bah, quand il rentre, il y a quand même, peut-être pas tous les jours, mais un parent qui est là, qu'on va quand même se voir le week-end, que de temps en temps, on peut encore partir en vacances ensemble, des trucs comme ça. Et parce que je vois parfois des familles ou des parents, parce ils ont eu souvent cette histoire-là, hein, ils répètent des choses, ils considèrent qu'ils ont fait leur taf quand les gamins étaient petits et que maintenant, bah, ils peuvent, par exemple, être à fond dans le boulot ou à fond dans autre Mmh. chose. Et puis les ados, tu les vois, tout seuls, jusqu'à 21h, manger seuls, aller seuls, parfois même, je sais pas, chez le médecin, faire des trucs où ils sont encore trop jeunes, en fait. Donc on doit aussi être là. Donc ça demande encore beaucoup de Bah, disponibilité. c'est comme d'habitude, il faut trouver un juste milieu, C'est ça, et un équilibre pour les accompagner, ouais. voilà, Sans être trop intrusif, mais sans être absent. exactement. Et l'ado qui, au contraire, raconte tout, sans filtre. Mmh. Est-ce que ça peut être signe que finalement il n'arrive pas avec sa tribu, de son âge à s'intégrer? Ou est-ce que Mmh. bon, bah, non, c'est qu'on a un super lien? Je sais pas. Faudrait voir au cas par cas. Mais effectivement, ça m'interrogerait. Tu vois, un ado qui raconte vraiment, de manière, vraiment très détaillée, très souvent, tout à ses parents, c'est bizarre, hein. Il y a un moment, vraiment, on s'éloigne de ses parents et il y a des trucs qu'on raconte plus, quoi.
qu'on Ouais, donc raconte il y a à ses copains. Ouais. voilà, Moi, donc ça c'est m'interrogerait. Il faudrait qu'il y a un creuser, mais décalage. C'est qu'il y a un décalage. ouais, ouais. Hein, on doit transiter, hein, on transite du cercle familial au cercle amical et après au cercle affectif, la première petite Mmh. copine, et cetera, quoi. Bon, Mmh. vigilance, C'est écoute. ça. Et puis voilà, chaque cas est différent, hein, donc je voudrais pas faire des grandes généralités, Bon, enfermantes. OK. Donc hop, que je me mette en face. Donc un super bouquin, le troisième, bah, on attend le quatrième, hein, écoute, hein, dans ta lancée. Donc traverser la perte de sens. Bah, écoute, je te remercie, pour cette interview. Je vais te laisser le mot de la fin. Merci à tous nos auditeurs. L'émission est enregistrée, n'hésitez pas à poser vos questions, un commentaire. Gwenal y répondra, il y a pas de souci. Avec Heu plaisir. et puis, bah, je te laisse le mot de la fin. Oui, peut-être, rajouter à la fin, tu vois? Parce qu'on a donc plus parlé des ados et des jeunes à la fin, ce qui est vraiment bien parce que je pense qu'ils ont vraiment besoin qu'on soit là. Mais peut-être aussi dire qu'à tout âge de la vie, il va y avoir des crises, hein. J'ai parlé donc on a parlé beaucoup des ados, des jeunes, la crise de la quarantaine et puis il y a aussi, typiquement la retraite, hein. Le départ, à la retraite, ça c'est pas rien, Ah oui, c'est dans l'air du hein. temps en plus. C'est légèrement d'actualité. Donc ça aussi, parfois, ça fait des crises de sens, hein, surtout quand on a surinvesti le boulot, tu vois? Ou aussi quand les enfants s'en vont, hein, ce qu'on appelle le syndrome du nid vide et cetera. Puis après, il y a aussi le 4e âge, hein, on l'a un petit peu dit quand même, le corps qui diminue et puis la mort qui approche et cetera. Donc la vie, en fait, hein, du berceau jusqu'à la tombe, comme disait, Bowlby, est faite de moments difficiles, qu'on appelle donc des crises, mais qui sont aussi des initiations. Et jusqu'à la fin, on va être initié. Par exemple, la toute fin de vie, alors c'est une initiation plus subtile, hein, qui peut être très, très, très dure aussi, mais qui nous amène, selon moi, à une transition vers Hein? autre chose, hein, qu'on ne connaît pas encore, mais qui est pour moi un grand passage, peut-être le grand passage. Mais voilà ce que j'ai envie de rajouter. Merci Merci. beaucoup, Valérie. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci, merci.